Bonjour à tous, je me trouve en bonne compagnie avec Michel Onfray et Thierry Volton. Bonjour à tous les deux. Nous sommes là pour vous parler de la nouvelle édition de Front Populaire, le numéro 11, La gauche immorale de Robespierre aux islamo-gauchistes. Voilà un beau sommaire où on va retrouver des articles et des contributions sur la terreur, le décolonialisme, le pédagogisme, l'européanisme, le racialisme, l'indigénisme, le révisionnisme, la désindustrialisation. Bref, tout ce qui a décomposé la gauche, on peut le dire. Et on va parler ensemble des traumatismes originels de la Révolution française, c'est-à-dire la période Robespierre, la terreur, du colonialisme, la période Jules Ferry, du totalitarisme communiste et des révisionnistes qui ont été liés à tout cela, avec Thierry Volton, bien sûr. Et puis on va parler du tournant sociétaliste, c'est-à-dire de l'affaire de Brûle-en-Artois jusqu'à aujourd'hui, comment cette gauche que nous appelons immorale a évolué, c'est-à-dire qu'elle ne prend plus position du côté social, mais du côté sociétal. Mais avant de commencer avec vous, je voudrais qu'on regarde la bande-annonce de ce FP11, Front Populaire, la gauche immorale de Robespierre aux islamo-gauchistes. À tout de suite. Voilà, il est en kiosque ce Front Populaire, la gauche immorale de Robespierre aux islamo-gauchistes, avec cette tête décapitée qui en fait le trait d'union. Avant de commencer dans le détail l'examen de cette revue, de notre revue, Michel, j'avais envie de revenir sur un événement qui m'a paru symptomatique cette semaine. Nous avons vu une affaire de corruption au Parlement européen qui est assez étonnante, assez extraordinaire. Je rappelle de quoi s'agit-il. 5 suspects ont été interpellés. Eva Kaili, vice-présidente socialiste du Parlement européen, Pier-Antonio Panzeri, ex-eurodéputé socialiste aussi et président de l'ONG Fight Humanity, Francesco Giorgi, le compagnon d'Eva Kaili et assistant parlementaire pour le groupe Parti socialiste, Luca Vicentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, Niccolò Figao Talamanca, directeur de l'ONG No Peace Without Justice. Alors en public, on peut dire que ce sont de très belles âmes. Ils sont très actifs dans les associations et ONG pro-droits de l'homme. Et en revanche, on vient de découvrir chez eux, au domicile, qui sert aussi de permanence à cette vice-présidente de l'Union européenne, eh bien 600 000 € en cash, de l'argent qui proviendrait, selon les informations du journal Le Soir, du Qatar. Qu'est-ce que ça illustre, Michel ? Enfin, je dirais enfin, on voit comment cette gauche qui a trahi le peuple et la classe ouvrière en mars 83, je rappelle que Mitterrand arrive au pouvoir avec des idées de gauche, avec le soutien des radicaux de gauche, avec le soutien d'un parti communiste à l'époque relativement fort, et qu'il nous fait savoir que finalement on n'a pas trop le choix et qu'on va ouvrir une parenthèse qui ne s'est jamais fermée d'ailleurs, et que cette parenthèse, ça va être l'occasion de resserrer un petit peu les boulons, c'est la rigueur. Et c'est la rigueur depuis. C'est-à-dire que le social a disparu. Évidemment, les Le Pen s'en sont emparés en disant nous, on va s'occuper de vous. Les usines qui ferment, c'est pas normal. Alors qu'on nous disait mais si, il faut restructurer, il faut arrêter de penser en termes d'industrialisation. Nous avons le bon logiciel pour ça, croyez-nous, etc. Et puis évidemment, quand il faut trouver une espèce de ligne de partage entre la droite et la gauche, puisque finalement la gauche, cette gauche-là, du moins, se met à défendre les idées de Giscard d'Estaing, ou Juppé qui pense la même chose que Hollande, qui lui-même pense la même chose que Sarkozy, qui pense pareil que Macron, etc. Et il faut bien trouver des lignes de partage. La ligne de partage est sociétale. Donc on se dit, la droite, elle est un peu catho-conservatrice, réactionnaire, eh bien, on va y aller sur un peu raciste, un peu antisémite, il y a un vieux fond, etc. Donc on va y aller. Alors, encore que l'antisémitisme, c'est soit préempté par la gauche. Hein. Mais là, d'un seul coup, on en finit avec le social, laissons ça au Le Pen, et nous, on va s'occuper du sociétal. Le Pen, c'est le fascisme, évidemment. Le peuple, c'est le fascisme, toujours. Et puis, le sociétal, c'est, eh bien, nous avons un peuple de substitution
Fini ce que j'ai appelé le peuple old school, et on y va avec, on connaît quoi, les immigrés, les homosexuels, enfin tous ceux dont Foucault nous a dit qu'ils étaient le nouveau peuple, les marginaux, etc. Et puis là, d'un seul coup, on s'aperçoit que ces gens-là, qui ne faisaient évidemment pas par idéologie, mais par cynisme ou par opportunisme, le font en plus parce qu'ils sont stipendiés, comme on disait jadis. Ils sont payés. On a trouvé des valises d'argent frais et d'argent liquide. C'est formidable. Ouais. Donc les gens qui veulent voir dans le Parti socialiste un parti de gauche se mettent le doigt dans l'œil parce que ce parti a cessé d'être de gauche. Et d'une certaine manière, ça pourvoit ce qu'ils appellent l'extrême droite. C'est ça qui est assez sidérant. C'est-à-dire qu'on trouve des valises de billets chez ces gens-là. En temps normal, je ne dis pas en temps normal, on se pend. Au sens romain du terme. Oui, c'est ça, voilà, on s'ouvre les veines. On s'ouvre les veines. Mais là, pas du tout. Cette dame a une ligne de défense qui est formidable. C'est je ne sais pas ce que ces billets font chez moi. Là, oui, vous avez vu. Le réel n'a pas eu lieu. Oui, vous avez vu également cette enquête qui vise des faits de corruption et de blanchiment d'argent. Thierry Volton, ça a dû raisonner quelque part sur ce numéro, la gauche. Oui. Sauf que, bon, je voudrais quand même dire que la gauche n'a pas le monopole de la corruption, soyons clairs. Non, bien sûr. Nous le savons historiquement, nous le savons géographiquement, et aujourd'hui encore. Bon. Non, enfin, elle a le monopole de la morale. Ça, c'est trop chaud. Ça, je suis d'accord avec vous. Ils sont toujours du côté du bien. Voilà. Ça, je suis d'accord. C'est bien le vrai problème qui se pose, d'ailleurs. Bon. Alors, vous parliez de Mitterrand. Vous avez oublié qu'il y a un livre qui est paru il y a quelques années, au moment où Mitterrand était encore au pouvoir, d'ailleurs, de Montaldo, qui est mort maintenant. C'est Mitterrand et les 40 voleurs, ça s'appelait. Un beau titre, quand même. Hein. Bon, ce qui montre quand même que dans la République mitterrandienne, il y avait aussi des problèmes. Et puis, je voulais rappeler le problème de Craxi, n'est-ce pas? Craxi, le Premier ministre italien, qui a été pris dans des gigantesques problèmes de corruption et qui a fini sa vie, au sens vrai du terme, en Tunisie, réfugié en Tunisie. Voilà. Donc, c'est vrai que les socialistes ont évidemment, en vérité, toute la classe politique de droite et d'extrême gauche, d'extrême droite à l'extrême gauche, pique ou est corrompue quelque part. Mais Michel a raison de le rappeler. Le problème de la gauche, c'est que souvent, elle s'habille d'un habit de moralité qui, évidemment, fait un peu qu'on oublie qu'elle est pas aussi morale qu'elle le dit et qu'elle est aussi corrompue. Voilà. De la gauche morale un peu véreuse à la gauche immorale que nous traitons dans ce numéro notre numéro normal de Front Populaire, il n'y a qu'un pas. Alors, 160 pages pour traiter de ce qui a, on va dire, abîmé la gauche, l'idée de gauche. Ça commence avec Robespierre, ça commence dans Front Populaire avec un article de Thierry Lenz sur les massacres en Vendée, la guerre des mots pour étouffer l'histoire. C'est page 18. L'historien Thierry Lenz met le doigt sur l'ambiguïté originelle de la Révolution française. Plus de liberté avec 1789, mais à partir de 1793, on voit où ça conduit, la guillotine, les colonnes Turreau, etc. Michel Onfray, est-ce que c'est le nœud du problème de la gauche? Il est là. Le nœud, il est surtout dans le fait qu'on imagine qu'il y a deux temps dans la Révolution française. Un joli avec des petites fleurs, des petits oiseaux, c'est tellement formidable, l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme, tout ça est tellement sympathique. Et puis d'un seul coup, on aurait la terreur qui surgirait de nulle part. Ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire que le jour de la prise de la Bastille, qui est devenu une espèce de chromo de la République que nous fêtons en permanence, il y a déjà des décapitations. Des gens dont on coupe la tête, on leur met du foin dans la bouche, et on met la tête au bout des pics, et on y va, et on circule dans Paris pour montrer ce qui se passe. Donc, je dirais, les massacres sont consubstantiels à la Révolution française. Il n'y a pas deux révolutions françaises, une bonne, une mauvaise, ou ensuite, Clémenceau nous disant, c'est un tout, il faut tout prendre. C'est Clémenceau qui disait, la Révolution est un tout. Non, je doute d'un seul coup. Oui, je ne suis pas sûr. Quelqu'un qui disait que la Révolution française était un tout qu'on ne peut pas séparer. Qu'on peut pas séparer. Et donc, moi, je pense que si c'est un tout, il faut effectivement expliquer que ce n'est pas un tout en deux temps, mais que dès le départ, il y a déjà cette violence. Alors, il faut comprendre, il y a une vraie misère avant la Révolution française. C'est terrible. Des famines. Moi, j'avais un vieux prof, un prof qui s'appelait Alexis Filonenko, qui avait une thèse très intéressante. Il dit, si Parmentier avait défendu la patate, la pomme de terre beaucoup plus tôt, il n'y aurait jamais eu de famine. En 1788, la météo est très mauvaise, les grains ne sont pas ramassés, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de pain. Le peu de pain qui reste, on y met de la sueur, c'est pourri, les gens en ont assez, ils n'ont pas de quoi manger. Ils ont juste
envie de manger. Ils ne veulent pas changer la monarchie pour une république ou ce genre de choses. Donc il y a une vraie colère. Et cette colère, elle est dans les campagnes, puis après on commence à la voir dans les villes, et puis il y a des gens qui disent, mais maintenant on décapite, on y va, etc. etc. Donc l'histoire de la Révolution française, c'est d'abord l'histoire d'un ressentiment, dont on le dira par la suite, qu'il est une histoire intellectuelle et spirituelle, c'est l'avènement des idées sublimes, c'est la République. Je rappelle que jusqu'à Varennes, des gens comme Danton, Mirabeau, Robespierre, Marat, Saint-Just ne sont pas des républicains. Ils sont monarchistes, c'est ensuite qu'ils deviennent républicains. Donc on ne fait pas l'histoire de cette Révolution française comme il faudrait la faire, et je pense que ce grand silence est à l'origine de nos souffrances intellectuelles aujourd'hui quand on est de gauche. Il aurait fallu faire un droit d'inventaire, absolument, comme on dit aujourd'hui, de la Révolution. Absolument, et qui aurait consisté à dire que oui, il y a eu un génocide, que oui, il y a eu 200 000 morts en Vendée, que oui, c'est Robespierre qui a donné l'ordre de tout ça, que oui, il y a eu des noyades avec Carrier et quelques autres à Nantes, que le nom de Turreau, qui était à la tête de ces fameuses colonnes infernales, se trouve gravé sur l'Arc de Triomphe, qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses à dire. Maintenant, il n'est pas question d'être un contre-révolutionnaire en disant cette Révolution française n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle a eu lieu. Donc, il y a eu des idées géniales dans la Révolution française, des personnages extraordinaires, mais pas forcément ce qu'on croit. Quand on parle de l'abbé Grégoire, quand on dit mais c'est formidable, etc. Mais enfin, tous ces gens qui ont voulu supprimer les langues régionales pour qu'il n'y ait qu'une seule langue nationale pour mieux pouvoir endoctriner. C'était quand même comme ça que les choses se passaient. Tous ces gens qui ont voulu un homme nouveau, c'est très exactement l'homme déconstruit de Sandrine Rousseau aujourd'hui, qui ont voulu un homme nouveau en disant il va falloir que ça passe ou que ça casse, mais on va fabriquer un homme nouveau. Donc on va commencer par zigouiller tout ce qui est chrétien, tout ce qui est catholique, tout ce qui est ancien, l'aristocratie, la noblesse, etc. Ces choses-là ne sont pas acceptables. Philosophie des Lumières, ils sont tellement fantastiques nos philosophes des Lumières, mais on ne dit pas par exemple que Condorcet avait le souhait de projets eugénistes. Il voulait qu'on fabrique des races pures, que Diderot voulait qu'on fasse des mélanges entre des animaux, entre des singes et des hommes, et qu'on aurait ainsi des serviteurs extrêmement sympathiques, extrêmement dociles, qui n'auraient pas pris leur carte à Sud ou à LCGT. Et on te dit, mais c'était ça aussi, la philosophie des Lumières. Donc je pense qu'un peu comme le général de Gaulle trompe les Français en nous disant que la France a été résistante, elle n'a pas été résistante, mais elle n'a pas été que collabo non plus, elle était beaucoup attentiste. Il y a une mythologie ici, il y a une autre mythologie sur la Révolution française. Je ne suis pas contre la Révolution française, je suis contre les lectures qu'on en donne, parce qu'effectivement, on ne voit pas le réel tel qu'il est. Moi, j'ai lu les origines de la France contemporaine de Taine, et c'est en lisant ce livre, il a passé sa vie dans des cartons d'archives, il nous a expliqué comment ça se passe ici, là, ailleurs, que je me suis dit, mais c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné. Oui. Alors on peut être de gauche, ce qui est mon cas, et défendre une révolution française en disant droit d'inventaire, si nous voulons arrêter de dire des sottises aujourd'hui sur Robespierre, et il y en a, des robespierristes, y compris des robespierristes qui se font virer par des robespierristes. On a vu que les Mélenchon, que les Coquerel, etc., se font mettre à la porte, ou les Clémentine Autain par Mélenchon. On se dit, le logiciel de la Révolution française, c'est hélas toujours le nôtre. Ouais. Alors Thierry Volton, vous qui avez écrit une histoire monumentale, l'histoire mondiale du communisme. Remarquable. Remarquable. Ouais. Michel n'a pas tari d'éloges à son sujet. Ouais. Eh bien, est-ce que vous qui connaissez donc bien les communismes du XXe siècle, Robespierre était-il un modèle qui inspirait? Bien sûr. Alors, évidemment, je veux dire, tous les communistes qui ont pris le pouvoir, sans aucune exception, se sont référés à Robespierre. Et vous savez que Trotsky appelait son camarade Lénine Maximilien Lénine, en référence à Robespierre. Donc Robespierre est le héros incontestablement du communisme, je veux dire, du communisme pouvoir, j'entends. Évidemment, du communisme non au pouvoir, y compris du Parti communiste français après, etc. Je parle de ceux qui ont mis les mains dans le sang, pour parler clairement. La terreur est effectivement un modèle d'extermination. Alors, ce qui différencie, je crois que c'est très important de le dire, à mon avis, ce qui différencie Robespierre et ses camarades, si je peux employer ce mot-là, des communistes, c'est que Robespierre ne savait pas exactement où il allait, en vérité. Tandis que les communistes avaient une feuille de route, c'était la leur, établie d'abord par le camarade Karl Marx, et puis mis en musique par Lénine, et ils savaient où ils allaient. Donc c'est à peu près. Donc quand on dit que les bolcheviks sont directement les héritiers des Jacobins, c'est un peu différent. Les bolcheviks avaient un instrument intellectuel que les Jacobins n'avaient pas à l'époque. Bon, ça ne veut pas dire que les Jacobins sont exonérés pour autant. Non, bien sûr. Mais, nous sommes d'accord. Mais ils ont inspiré la feuille de route des... dans la terreur, en tout cas, dans la façon d'exterminer l'ennemi, qui est devenu, pour les communistes, l'ennemi de classe, la lutte des classes, etc. Ce qui n'était pas le vocabulaire jacobin à l'époque, soyons clairs. C'est un vocabulaire marxiste, ça, qui vient bien plus tard, et qui va être criminogène, puisque c'est au nom de la lutte des classes, c'est au nom de la lutte des classes qu'il va y avoir des dizaines de milliers de morts dans le monde. Voilà. On peut dire que Mélenchon est toujours dans cette
lignée-là aussi, des adorateurs, entre guillemets, ou, il aime la terreur. Il a un peu mis de l'eau dans son vin quand même, parce qu'il est très opportuniste comme tous les hommes politiques, soyons clairs. Enfin, en tout cas, on ne l'a jamais vu, lui, faire l'inventaire de non, jamais, mais il n'est pas le seul, vous savez, malheureusement. La Révolution. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait l'inventaire. Hein. Je ne connais pas de communistes qui ont battu leur coulpe en disant nous nous sommes trompés, nous avons honte de ce qui s'est passé, etc. Aucun. Je n'en connais aucun. Je ne parle pas de quelques intellectuels l'ont fait, j'entends bien. Je pense au magnifique livre, par exemple, de Edgar Morin, je ne sais pas si vous avez lu, qui est une autocritique qui s'appelle qui a été écrit en 1959, qui est un livre formidable, je veux dire, où là, il fait vraiment son autocritique. Bon, mais ils sont rares, ceux qui ont vraiment, je parle des dirigeants, ceux qui ont vraiment instrumentalisé les gens, bon, ceux-là, j'en connais pas qui ont fait leur autocritique, malheureusement. Michel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, par exemple, ajouter quelque chose sur le pacte germano-soviétique. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on parle du pacte germano-soviétique, on s'entend dire systématiquement par les membres du Parti communiste, il y avait Jan Brossa, qui était quand même le directeur de campagne du dernier Fabien Roussel. Communiste, Fabien Roussel, qui a fait savoir sur un plateau de télévision que c'était inadmissible, que les communistes étaient résistants, etc. Là aussi, c'est une façon d'écrire l'histoire qui est sidérante. Pendant 2 ans, le Parti communiste français collabore avec les nazis. Donc la chose n'est évidemment pas dite, parce que d'un seul coup, c'est tellement gros de dire une chose pareille. Et ils entrent en résistance, les communistes, quand Hitler rentre en Union soviétique, à Barbarossa, en disant on y va, et d'un seul coup, les communistes disent bon, on va devenir résistants. Mais même Edgar Morin ne dit pas que pendant les 2 années du pacte germano-soviétique, il a obéi au Parti communiste. Donc évidemment, il dit j'étais résistant, mais on ne donne jamais les dates. Moi, je trouve toujours très intéressant qu'on puisse donner les dates. Il y a ceux qui partent le 18 juin 40, et il y a ceux qui partent après Barbarossa. Oui, il y en a qui partent à Moscou, excusez-moi aussi. Bien sûr, Thorez est parti à Moscou, par exemple. Je voudrais rajouter sur la collaboration des partis communistes du Parti communiste français. On va y revenir, hein, on va revenir sur votre papier en particulier. Je parlais du pacte germano-soviétique, justement, parce qu'on est dedans, et Michel vient de l'évoquer. Et c'est vrai que cette collaboration a été très forte. Par exemple, on sait très peu que lorsque les Allemands sont arrivés en mai 40, juin 40 dans Paris, les communistes ont distribué des tracts disant « Accueillons les camarades allemands qui viennent nous libérer ». Hein, donc voilà, ça on le sait très peu. Autre chose qui est absolument terrible, à mon avis, c'est encore pire que tout, c'est que, comme vous le savez, l'humanité avait été interdite par le Parlement français à partir du moment où les communistes avaient... pas voter les crédits nécessaires à la guerre, et surtout, ils n'avaient pas condamné le pacte, d'accord ? Donc, c'était interdit. Donc, les Allemands arrivent, ils occupent Paris, et donc, ils vont essayer les communistes et français vont essayer de permettre que l'occupant rétablissent l'humanité. Et alors, ils font un argumentaire, c'est pas un peu qu'ils le racontent, hein, des historiens l'ont raconté, mais c'est quelque chose d'incroyable. Ils font un argumentaire et ils envoient un avocat, qui d'ailleurs va être liquidé parce que cette affaire a été trop loin. Il envoie un avocat et, manque de peau, cet avocat se fait arrêter à un métro, je crois que c'est le métro Saint-Georges, je crois. Bon, et on découvre dans sa sacoche l'inventaire. Et dans l'inventaire, il y a « oui, nous sommes avec vous »,« oui, nous sommes antisémites »,« oui, etc. etc. » Il y a tous les... Exactement, bien sûr, voilà. Juifs. Exactement, et les Juifs, bien sûr. Et vraiment, pourquoi vous vous interdisez encore... Alors, les Allemands n'ont pas permis la réparation de l'humanité. Et à Moscou, on s'est aperçu, comme ça commençait un peu à faire de bruit, on s'est aperçu qu'ils étaient un peu trop loin. Et du coup, ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Et Duclos a remplacé Duclos, le chef de l'époque, parce que l'autre, il était parti à Moscou se réfugier, Thorez. Donc Duclos a arrêté toute négociation avec les Allemands. Oui, ça a été assez loin quand même, vous voyez. Alors, ça me donne... Alors, ça ne veut pas dire qu'après, ils ne sont pas rentrés dans la résistance, soyons clairs. Hein. Mais ça me donne l'occasion de faire un petit bond dans notre conducteur, je dis ça pour la technique, et d'aller directement sur votre contribution, Thierry, cher Thierry. Retour sur le négationnisme de gauche, page 36. Vous allez voir le visuel dans un instant de cette contribution. Qu'est-ce que c'est que ce négationnisme de gauche ? On vient de l'évoquer là, mais est-ce que vous voulez aller un peu plus loin ? Bon, d'abord, le terme de négationnisme est en général attribué, c'est ça qu'il faut quand même comprendre, est en général attribué à ceux qui nient les chambres à gaz et l'extermination des Juifs. Qui trouve Robert Faurisson, qui est le personnage le plus connu de cette courant-là, qui est un courant assez minoritaire, hein, quand même, soyons clairs, et qui s'est fait surtout totalement démolir, et donc il n'a plus grosso modo voix au chapitre, et aujourd'hui il n'y a aucun forrissionnaire qui pourrait éventuellement s'exprimer dans la presse française, parce qu'il serait évidemment tout de suite condamné. Minoritaire, si je peux me permettre, en Europe.
Oui. Mais sur le reste oui, non, je suis d'accord. Il est majoritaire. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. En Iran, dans les pays arabes. Oui, dans les pays arabes, bien sûr. Parce que les musulmans ont repris tout ça, évidemment, bien sûr, comme pour la martyrologie du juif, qui, voilà, bon, bref. Alors, il existe un truc beaucoup plus gros, si je puis dire, beaucoup plus énorme, que j'appelle le négationnisme de gauche, que je dirais le négationnisme des crimes du communisme. Alors il peut prendre différentes formes. Des formes, moi j'ai affronté tous parce que j'ai eu des occasions de table ronde, de discussions avec eux. Alors il y en a qui disent... Je rappelle quand même à nos spectateurs que vous êtes un ancien journaliste de Libération. Vous y avez travaillé entre 1974... 75. Oui, 79. Pendant 4 ans à peu près, 4-5 ans. Voilà, donc vous avez observé à cette époque, vous incarniez une forme de dissidence. Oui, non, mais bon, mais je me suis formé bien plus tard. J'étais jeune, hein, j'avais l'air très vieux, mais enfin, quand même, en 75, j'avais 24 ans, donc vous voyez, bon, j'étais en pleine formation. Et d'ailleurs, ce qui m'a aidé, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, c'est très important, je crois, pour comprendre mon cheminement intellectuel. Ce qui m'a aidé vraiment dans tout ça, c'est que j'ai beaucoup voyagé derrière le rideau de fer, j'ai vu la réalité du socialisme, il existait encore, voilà, et j'ai surtout rencontré beaucoup de dissidents, parce que c'était l'objet de mes visites derrière le rideau de fer. Je n'allais pas en tant que journaliste, j'allais en tant que touriste, parce que si vous y alliez en tant que journaliste, vous étiez cornaqué par un interprète, encadré, qui s'est envoyé l'ouvrier modèle, etc. Bon, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les intellectuels qui étaient en lutte. Bon, et ces gens-là m'ont incroyablement formé intellectuellement. Quand on a 24 ans, vous savez, vous êtes une éponge. Je regrette d'avoir 24 ans pour ça, parce qu'on a du mal à apprendre de nos jours. Bon, mais on est une éponge. Donc comme je dis toujours, ils m'ont expliqué le communisme dans tous les sens du terme, parce que d'abord, ils l'ont vécu, ils ont milité dedans, ils ont combattu, etc., etc. Donc j'avais tous les éléments, et c'est ce qui m'a formé intellectuellement incontestablement. Donc j'en reviens, je n'ai pas perdu le fil de la conversation, j'en reviens au négationnisme et aux différentes formes de négationnisme. Alors il y en a qui disent, malheureusement, on peut l'entendre partout, ça, à droite et à gauche quelquefois. Oui, enfin, c'est quand même une belle idée, mais enfin elle a été mal appliquée, c'est la première chose. Hein. Deuxième argument, oui, mais enfin on ne fait pas une omelette sans casser d'œufs. Excusez-moi. Troisième argument qu'on entend aussi, mais le communisme qui a été appliqué n'a rien à voir avec le vrai communisme. Ça, c'est un argument que j'entends chez les communistes encore aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvé dans la bouche de M. Besancenot assez régulièrement. Oui, mais M. Besançon, il n'est pas communiste, il est luthou, enfin, il est trotskiste. Donc bon, alors, les trotskistes, ils n'ont jamais été au pouvoir. C'est leur chance d'ailleurs, mais heureusement d'ailleurs, parce que je crois que ça aurait été pire que les léninistes. Trotsky était au pouvoir, il a inventé l'armée rouge. Ah oui, non, il envoie. Ah non, mais je parle bien sûr, c'est l'inventeur du goulag, oui, je vous signale. C'est lui qui le premier construit les premiers camps de concentration, le bon Trotsky, le gentil Trotsky, qui était un terrible idéologue, je veux dire, il était l'égal de Lénine de ce côté-là, ce sont des idéologues, bon, voilà. Donc nous avons ce type de... Et puis il y en a, ça c'est le gratin du gratin, je dirais, chez les négationnistes, il y en a qui disent, oh oui, mais finalement, le problème du communisme, c'est qu'ils n'ont pas tué suffisamment de gens, parce qu'ils avaient tué plus de gens, mais ça aurait marché. Bon, je ne citerai pas de nom ici, mais en fait, tout le monde... certains intellectuels français qui ont pignon sur rue. C'est ça que je condamne, si vous voulez. Voilà, Badiou. Alain Badiou, il disait que... Après Sartre. Oui, Après Sartre. Il disait dans un numéro d'Actuel. Bien sûr. En 1972, et Badiou... À propos de la Révolution française, je le disais. Pas à propos de... Oui. Il disait que les révolutionnaires français n'avaient pas suffisamment tué. Badiou dit les révolutionnaires, enfin les bolcheviks et communistes et autres, maoïstes, etc., et polpotistes et compagnie, qui ont tous des sangs jusqu'au bout des oreilles, bon, n'ont pas suffisamment tué, sinon le communisme aurait mieux réussi. Bon, voilà, ce genre de choses, c'est quand même inadmissible quand on y va. Alors, que Badiou le pense, c'est son problème. Mais ce que je regrette dans tout ça, moi, c'est que M. Badiou, alors maintenant il est assez vieux, il est un peu moins en position médiatique, je suis sûr. M. Badiou, il est reçu à France Culture, il est reçu... Oui, c'est ce que j'allais dire, on le voit encore souvent à la télévision ou à la radio. La télévision, ça, je suis pas sûr. La télévision publique, la radio publique aussi. Donc c'est ça, c'est inadmissible. Je dis bien, alors, ça peut être un grand philosophe, spécialiste de Platon, etc. Ça, je n'ai pas à en juger, parce que je n'ai pas les moyens. Mais en tout cas, en ce qui concerne le communisme, je peux en juger. Donc c'est inadmissible. Donc on ne verrait pas un fourrisson aujourd'hui aller sur n'importe quel plateau de télévision ou écrire dans n'importe quel journal comme ça sans qu'on lui rappelle qu'il a nié les chambres à gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Même si son article n'a rien à voir avec les chambres à gaz. Voilà. Donc ça, cette force du négationnisme de gauche, c'est ce qui existe vraiment beaucoup. Mais parce que tout simplement, et on va finir là-dessus, enfin on fait commencer, mais tout simplement parce que le bilan n'a jamais été fait. Le bilan n'a jamais été fait. Le bilan n'a jamais été fait moral, j'entends. On entend dire souvent quelque chose, et je me souviens d'une émission que je faisais il y a quelques années
années avec Thierry Ardisson, où on avait invité Stéphane Courtois, et on s'était posé la question de savoir pourquoi il n'y avait jamais eu de Nuremberg du communisme, puisqu'il y a eu plus de morts, finalement, à travers... J'ai mon explication. À travers le monde. Oui, justement, je l'attends. Elle n'est pas très gentille pour l'humanité, elle n'est pas très gentille. Hein. Pour nous tous, elle n'est pas très gentille. Allez-y. Pourquoi il n'y a pas eu de... Bon, il y a eu une tentative, d'abord, il faut le dire. Vladimir Boukowski, qui est un très très grand dissident, qui est mort il y a quelques années, qui a lutté toute sa vie contre le système, a voulu, au moment de la chute du communisme, en 1991-92, il est allé à Moscou, il a rencontré Helsinki. Helsinki était d'accord, il avait interdit à ce moment-là le Parti communiste, il était d'accord, donc Boukowski a essayé de monter un Nuremberg, j'aime pas beaucoup le terme Nuremberg, mais enfin bon, un procès du communisme en tout cas. Il a eu accès à des archives, il en a fait d'ailleurs un livre qui s'appelle Jugement à Moscou, qui est un excellent livre. Bon, donc il y a eu une tentative, et puis au dernier moment, les difficultés d'Helsinki étant assez considérables, il s'est dédié, il dit on fera rien, et ça s'est fini en nœud de boudin. Bon, maintenant, on aurait pu reprendre l'idée. Il y avait eu un tribunal de Bruxelles sur, je pense à ça, parce que c'est une condamnation morale, le tribunal de Bruxelles sur le Vietnam. Vous savez que Bruxelles a construit un tribunal contre les bombardements américains, etc. Donc on aurait pu faire un tribunal X, Sartre, je plaisante, mais bon, d'un nom d'intellectuel où on ferait par un tribunal sur les crimes du communisme, par exemple. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Alors, d'abord, il y a plusieurs raisons, des raisons techniques. On peut faire un tribunal Camus. Comment? Camus. Oui, on aurait pu l'appeler, bien sûr, ça aurait été beaucoup mieux. Je suis d'accord. Donc, d'abord, la différence entre le nazisme et le communisme, c'est que l'idéologie n'est pas la même. Ça paraît bizarre, mais il faut toujours rappeler les choses. L'une est une idéologie d'exclusion. Si vous n'appartenez pas à la race supérieure, vous n'existez pas. L'autre est une idéologie de rassemblement, puisque nous sommes tous égaux, nous sommes tous l'humanité, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est plus compliqué de condamner une idéologie généreuse, mais bien sûr, c'est entre 1000 parenthèses, parce que 1000 guillemets, parce qu'évidemment, pour moi, elle n'est pas du tout généreuse, elle est ce qu'elle est, elle est indigène fondamentalement. Hein. Bon, mais donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les victimes. D'abord, c'est un nombre incalculable. Je dis bien, d'ailleurs, je ne donne jamais de chiffres, j'aime pas beaucoup ça. Et puis, au bout d'un certain moment, si vous voulez, le nombre des victimes deviennent des statistiques. On perd le côté humain de la chose. Si vous avez un mort, vous le voyez, 2 morts, vous le voyez, 100 morts, vous le voyez, 1000 morts, vous le voyez, mais des millions de morts, vous ne les voyez plus. Oui. Là, et on parle de dizaines de millions de morts. Centaines. Centaines, non, mais des dizaines. On dit 100 millions. Oui, 100 millions, grosso modo. Ça, on parle de 100 millions. D'ailleurs, le Parlement européen a établi à peu près cette premier élément. Deuxième et troisième élément, c'est la diversité des victimes. C'est ça qui est... Bon, tant vous avez... En ce qui concerne le nazisme, bon, vous savez de quoi vous avez. C'est les victimes, ce sont les races inférieures, les juifs, etc., éventuellement les tziganes et d'autres, etc., les homosexuels qui étaient considérés comme des sous-hommes, etc. Bon, bref, on a une catégorie, si je puis dire, assez claire. En ce qui concerne les victimes du communisme, là, on est tous azimuts. Et on a surtout, et je crois que c'est très important pour comprendre la non-reconnaissance de l'importance du crime communiste, on a surtout beaucoup de paysans. Or, excusez-moi, le paysan, on s'en fout. Parce que le paysan, c'est le passé. Le paysan, c'est un mec qui est attaché à sa terre. Le paysan, c'est un mec qui n'a pas beaucoup de culture, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la majorité, sur les 60... Admettons, prenons 100 millions de morts, je dirais que sur les 100 millions de morts, il y a 60 millions qui sont paysans dans tout ça. Bon, ça... Déjà, on s'en fout. Vous voyez, il y a les catégories. Bon. Et puis, la diversité des catégories montre que c'est compliqué de monter un procès comme ça. Et puis, il y a pire que ça, je pense, et là, je crois que c'est le fond du problème. Moi, en tout cas, je pense que c'est le fond du... Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ma réflexion, elle est celle-ci. C'est que dans ce crime, il y a bien sûr les bourreaux, il y a bien sûr ceux qui ont donné les ordres, il y a bien ceux qui ont exécuté les ordres, mais il y a tous les autres. C'est-à-dire le monde entier. Et je dis bien ce que je dis, le monde entier. Parce que combien de personnes ont détourné le regard, combien de personnes se sont tues, combien de personnes n'ont rien dit. Et donc, juger le communisme, c'est juger le comportement des êtres humains à cette époque-là. Et ça, j'en suis intimement convaincu de ça. J'ai peut-être tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ma foi. Et donc, je pense que ce procès, s'il avait lieu, poserait trop de problèmes moraux. Je pense à tous les dirigeants qui ont serré la paluche à Staline, etc. Même les meilleurs, même Churchill, même les autres. Bon, bref. Tout ça, il faudra en faire le compte à un moment donné. Vous avez en face de vous des gens qui ont tué des millions de personnes. Donc, voilà. Donc, ça pose des vrais problèmes moraux. Alors, on passe muscade.
Et puis, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Je m'explique. Je finirai là-dessus. Moi, j'ai confiance dans le jugement de l'histoire. J'ai peut-être tort, je suis naïf, j'en sais rien. En tout cas, je suis optimiste de ce côté-là. Je pense que l'histoire intervient toujours. Et je vous donne un tout petit exemple qui vient de se passer aujourd'hui même au Parlement européen. Et je trouve ça formidable parce que personne n'en a. Je l'ai lu sur le Parisien, dans le site du Parisien aujourd'hui, avant de venir. Et j'étais très, très heureux. Le Parlement européen vient de voter à 507 voix, donc une extrême majorité, la reconnaissance de l'Holodomor comme un génocide. D'accord ? L'Holodomor, je rappelle pour ceux qui vont nous voir, c'est la famine en Ukraine en 1931-32 qui a fait, on ne sait pas, entre 3 et 6 millions de morts, organisés, instrumentalisés par Staline pour casser la paysannerie ukrainienne et pour détruire en partie l'Ukraine, ce qui est en train de faire notre camarade aujourd'hui Poutine, d'accord, dans la ligne tradition de la suite. Bon, bref, c'est très important parce que quand l'Holodomor a eu lieu, au moment, c'est pour ça que je dis qu'un procès du communisme est difficile. Quand l'Holodomor a eu lieu, c'était dans les années 30, mais tout le monde l'a nié. Monsieur Herriot, Monsieur Herriot, ancien président du Conseil, maire de Lyon, va en Russie, invité évidemment par les Russes, par les Soviétiques. On lui déroule le tapis rouge, etc. Il va dans la campagne ukrainienne, et il revient à Paris. Quoi ? Quelle famine ? Moi, j'ai rien vu. J'ai vu des champs magnifiques, j'ai vu des paysans chanter, etc. Donc tout ça, il faudrait en juger. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pensez donc que le temps de l'histoire, le temps du regard de l'historien n'est pas encore venu ? Pas encore venu. Et tant qu'il y aura des pays communistes, excusez-moi, il y en a encore. Hein, la Chine en est quand même un bel exemple. Il y a la Corée du Nord et d'autres. Encore, il y en a 6 en vérité. Hein, il y a le Vietnam aussi. Il y a le Vietnam, il y a le Laos. Alors, j'ai tous les nommés. Il y a le Cuba, il ne faut pas l'oublier. Puis il y a un tout petit pays qu'on oublie, mais qui vient s'échouer sur nos plages quelqueus, c'est l'Érythrée, qui est aussi marxiste-léniniste. Hein. C'est ça un pays communiste. C'est pas le Venezuela, le communisme. Hein. Le Venezuela, c'est autre chose. C'est le javézisme. Bon, bref. Le communisme, c'est un pays avec un parti marxiste-léniniste qui se réclame de cette idéologie. C'est ça. Il y en a 6 actuellement. Plus que 6. Il y en a eu 27 au total. Donc ça va, on en a quand même perdu beaucoup en cours de route. Bon, mais bon, tant qu'il en existe, tant qu'il existera aussi des témoins, je dirais, de cette époque, des vieux qui ont dit ah ben non, moi c'était pas comme ça, etc. Bon, ça sera compliqué. Pour que l'histoire passe, il faut que le temps soit long. C'est le temps de l'histoire qui est très long, malheureusement beaucoup plus long, c'est très compliqué d'ailleurs, parce que les hommes ont du mal à comprendre que le temps de l'histoire est beaucoup plus long que leur propre temps. Hein, il faut que ce temps passe. Je prends un exemple, pauvre Michel, je ne laisse pas la parole, mais non, après j'aurais fini. Moi j'adore vous entendre. Hein, donc... Je prends un exemple, je prends la guerre de 14-18 par exemple. Moi, j'ai été élevé, comme Michel d'ailleurs sans doute, parce que même s'il est plus jeune que moi, il y avait une certaine glorification de cette guerre, des pauvres poilus qui ont mené le combat, etc. Quand est arrivé le centenaire, là, en 2018, le ton a quand même beaucoup changé par rapport à moi, ce que j'avais appris. Hein. Les pauvres mecs qui ont été au casse-pipe, parce que c'est quand même des pauvres mecs qui ont été au casse-pipe, on a reconnu qu'ils ont été au casse-pipe. On a quand même parlé de... Bon, tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus un seul témoin. Il n'y avait plus un seul grognard, il n'y avait plus un seul poilu qui pouvait dire non, moi j'étais dans les tranchées, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc l'histoire a pu venir. Et je pense que en vous écoutant, j'étais en train de me dire, à partir de quand parle-t-on du génocide en Vendée ? Ça aussi, ça a pris beaucoup de temps finalement. C'est très récent. Évidemment, tous ceux qui livraient combat auprès de Charette ou autres ont vu ce qu'ils ont vu, mais l'histoire s'est emparée très très tardivement de la question des génocides en Vendée, non ? C'est Rénal Séché qui fait un travail formidable avec une thèse dans laquelle se trouve Pierre Chaunu, par exemple, et Jean Tullard, si je me souviens bien, enfin des gens sérieux qui défendent cette thèse en disant cette thèse mérite d'être soutenue, et elle est soutenue. Ça tombe au moment du bicentenaire de la Révolution française, voilà. Et Rénal Séché écrit un livre que j'ai lu, moi, mais qu'il faut commander très précisément, c'est plutôt hors librairie, où il explique qu'un jour, quelqu'un vient avec une valise de billets en lui disant, si vous voulez, vous vous taisez là-dessus, vous ne dites plus rien, puis vous n'aurez pas de problème, quoi. Il a parlé, il n'a pas récupéré cette valise d'argent, bien sûr, et il a été viré du système, c'est-à-dire, voilà, ensuite criminalisé. On a expliqué, évidemment, d'extrême droite, fasciste, etc. Là où on a vraiment commencé à en parler, c'est quand Philippe de Villiers reçoit Solzhenitsyn au Puy du Fou, et que Solzhenitsyn dit très précisément la matrice de ce qui s'est passé avec Lénine, ce sont les guerres de Vendée. Et il y a à ce moment-là l'idée que ce serait un génocide. Alors, Solzhenitsyn passe pour un type d'extrême droite, ce qui est complètement faux, c'est un avrérien. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails de Solzhenitsyn, un grand penseur aussi. On fait savoir que donc lui, il est de droite, que Philippe de Villiers, il est de droite, que les Vendéens sont tous des gens de droite, que sont tous des cathos monarchistes, etc. Et que tout ça limite dégénéré. Hein. Moi, quand je passais en Vendée, on disait les ventres à choux, c'était quand même un voilà. co-sanguin, limite co-sanguin, etc. C'était une diabolisation terrible, quoi. Et je te trouve très optimiste quand tu dis qu'on en parle. On n'en parle toujours pas, sauf les gens qui veulent vraiment faire de l'histoire, sauf les Vendéens qui savent ce qu'il en est véritablement. Mais on voit que
La droite qui a moins de problèmes avec la vérité que la gauche, hein, puisqu'elle n'est pas dans l'idéologie, elle a défendu ce genre de lecture. C'est-à-dire, il y a eu un génocide. Robespierre en a donné l'ordre. Carrier a fait des noyades et qui sont terribles, quand on rentre dans le détail de ces choses. Turreau, etc., etc. Je rappelle quand même que Louis Blanc, moi j'ai pas mal d'histoires de la Révolution française dans ma bibliothèque, c'est une histoire qui fait dizaines de volumes. Dans l'un de ces volumes, on apprend qu'un nommé Proust, chimiste, invente un gaz pour gazer les Vendéens. Qu'il était question à l'époque, pour nettoyer les corps, d'inventer des fours crématoires. C'est-à-dire que l'invention du gaz et l'invention du four crématoire, ça se trouve chez les robespierristes, chez les jacobins, en Vendée. Tout de même, la chose est dite. Mon ami Michel Perraudot m'a décilé sur ce sujet-là. Il a écrit un livre qui s'appelait Vendée Vengée. Non, c'est un autre, c'est un livre de Renald Séché, celui-ci. Mais le livre j'oublie, il me pardonnera Michel, mais c'est facile à retrouver, et il montre comment ce qui se passe en Vendée, ce sont simplement des paysans qui disent, mais nous on veut cultiver nos terres, on va pas aller faire vos guerres européennes, là, ça ne nous concerne pas, c'est pas nous, quoi. Nous on veut travailler ici au pays, on va faire les foins, on va faire les moissons, venez pas nous ennuyer avec ça, quoi. Ça commence comme ça. Alors après que ça se fasse récupérer par les aristocrates, récupérer par les curés, récupérer... Ça, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, véritablement. Mais je veux dire, au départ, ça reste quand même une espèce de révolte populaire. Paysanne et populaire. Voilà, et paysanne. Donc je pense qu'on n'en parle pas vraiment. Et Thierry, moi je pense que pour la question de Voldemort, par exemple, on en parle pour une raison bien simple, c'est qu'il s'agit de soutenir Zelensky. Et que c'est pas parce que l'histoire triomphe. Et c'est une façon idéologique de refaire de l'histoire. Parce que, quand vous disiez tout à l'heure que 14-18, on finit par dire vraiment que ça a été une boucherie, non pas quand le dernier des poilus meurt, ça se disait déjà très en amont, mais quand Mitterrand estime que la France et l'Allemagne sont des amis et qu'il faut, vous vous souvenez de cette photo d'Helmut Kohl et de Mitterrand qui se tiennent par la main, il serait temps quand même qu'on se réconcilie, donc c'est fini. Alors on commence avec une réconciliation sur 14-18, c'est plus facile que 39-45, et Mitterrand poursuivra à la fin quand il est au Bundestag et qui nous fait savoir que les soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale étaient quand même très courageux, etc. Était-ce à un président de la République au Bundestag de nous faire l'éloge de sinon la Wehrmacht, du moins les SS, ou sinon les SS, du moins la Wehrmacht? C'était quand même pas terrible. Alors, je vous signale, Michel, parce que ça c'est intéressant, je ne sais pas si vous le savez, mais que De Gaulle, qui est allé en Moscou en 66, en voyage officiel, c'est authentique, ce que je vais vous dire, parce que c'est des soldats qui lui pensaient à ça, et donc je crois qu'il va à Stalingrad, n'est-ce pas, qui s'appelait, je pense, déjà Volgograd, oui sans doute, parce que ça avait été des... Bon bref, et il va devant le grand monument, et on le fait, bon bah, et il dit quel peuple quand même. Et alors on lui demande de qui vous parlez? Il dit du peuple allemand. C'est ça qui est allé jusque-là. Oui. C'est incroyable. Et c'est une... De Gaulle a dit ça. De Gaulle a dit ça en parlant. Qui rapporte ça? Je l'ai écrit dans un. Je ne peux pas vous donner la source, mais c'est de notoriété publique, quoi. Hein, mais c'est vrai. Ça n'empêche que c'est vrai. Excusez-moi, le soldat allemand était allé très loin dans des conditions terribles, hein, quand on y pense. Alors, il était animé par tout ce que l'on veut, mais enfin bon, je n'ai pas d'admiration pour la Wehrmacht ni pour les SS. Oui, non, on n'en doutait pas. Alors, on va parler. On avance un petit peu dans la lecture de ce numéro de Front Populaire. On va parler d'une contribution qui a été faite par Éric Guéguen, Colonialisme, la faute à Jules Ferry. Éric Guéguen nous parle de la gauche républicaine et du colonialisme au nom de l'universalisme. Alors Michel, faut-il se repentir de cette histoire qui est celle de la France quand même ? Ah non, moi je ne suis pas pour le repentir, je suis pour l'histoire. Donc le repentir, c'est la génuflexion devant un certain type d'histoire, et je suis contre toute génuflexion. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut vraiment faire l'analyse de ce qui a eu lieu pour qu'on puisse avancer un peu. D'ailleurs, j'ai perdu ta question. Ben non, mais tout simplement, est-ce qu'il faut se repentir de cette histoire du colonialisme? Oui, il faut mettre ça sur la table, évidemment, en parler. Et le colonialisme est intrinsèquement une idée de gauche. C'est-à-dire que dès le départ, quand la question se pose de savoir s'il faut faire la guerre aux monarchies en Europe, et que certains disent oui, certains disent non, Robespierre dit non. Louis XVI veut bien, lui. Il dit ça va faire mon affaire, cette aventure. Les Girondins, qui sont plutôt méchérés, disent hélas, oui. Mais cette façon de dire nous avons... Et puis Napoléon dira bien sûr oui, qui pour moi fait partie de la Révolution française. Eh bien, quand tous ces gens-là nous disent ah, mais on est tellement formidable, on est tellement merveilleux, on a inventé des choses tellement incroyables, la Révolution française, la Déclaration
question des droits de l'homme. Il faut absolument qu'on fasse bénéficier la planète entière de tout ça. Et on y va avec les armes. Donc on envoie les militaires et on dit en gros, vous allez vous la prendre, cette révolution française, parce qu'on vous apporte les droits de l'homme. Et quand on quitte l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose en Afrique. Et on commence par dire, allez, vous qui êtes des barbares, on vient vous civiliser. Je rappelle quand même qu'effectivement, tu as donné le nom, mais Jules Ferry, contre Clémenceau pour le coup. À cette époque-là, ils se battent tous les deux. Clémenceau était contre. Mais donc il y a plusieurs gauches aussi sur ce sujet-là. Et quelques anarchistes étaient contre également. Mais sinon, la majorité de la gauche nous dit à l'époque qu'il faut aller civiliser ces barbares. C'est une chance qu'on leur offre. Alors il ne s'agissait pas de leur offrir le christianisme, ça c'était le colonialisme de 1492 dans l'Amérique du Sud, mais là on leur amenait la liberté, l'égalité, la fraternité, l'assimilation, etc., etc., etc. Et puis ça s'est fait comme on le sait. Donc quand on a aujourd'hui une espèce d'inversion des valeurs qui nous laisse croire que le colonialisme est une affaire de droite, je rappelle que la guerre d'Algérie, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, c'est Guy Mollet qui défend le colonialisme, qu'un certain François Mitterrand défend et ministre de l'Intérieur, puis de l'Intérieur et de la Justice. Ouais. Et ce sont des gens de gauche qui veulent que ça continue. Je rappelle que le Parti communiste, Thierry me corrigera, mais le Parti communiste est sur cette position pendant très longtemps. Il ne signe pas le manifeste des 121. C'est quoi la date du manifeste 121? 61, quelque chose comme ça, oui. Je pense que c'est 61, c'était un an avant les accords d'Évian. Si on imagine que la guerre d'Algérie commence en 45 avec Sétif et Guelma, où à l'époque le Parti communiste titre « L'humanité parle des hitléro-trotskistes », qui ne sont jamais que des Algériens qui veulent fêter la libération avec des you-you et puis avec des drapeaux algériens. Ils peuvent quand même tout de même. Et bien on leur fait tirer dessus à cette époque-là et l'humanité dit que ce sont des hitléro-trotskistes. Et donc quand aujourd'hui le Parti communiste nous dit qu'il est un parti anticolonialiste, on dit mais en 61 vous ne l'étiez toujours pas. Ouais. De 45 à 61. Puis après ils s'aperçoivent que on entend parler de ce que De Gaulle a l'intention de faire, il va lâcher, etc. Donc à ce moment-là ils aident le FLN, etc. Mais c'est la même chose avec Sartre et Simone de Beauvoir. C'est tardivement qu'ils entrent en tant que porteurs de valises intellectuelles. Mais pour le reste, ça a été une défense du colonialisme. On pourrait même poursuivre en disant que ça n'a pas gêné les communistes, par exemple, que l'Union soviétique envahisse, c'est-à-dire colonise, toute une partie de l'Europe. Ça ne gênait pas du tout. Et quand il s'agissait d'aller ici, ailleurs ou au Vietnam, c'était formidable le colonialisme, puisque c'était pour emporter des bonnes idées. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de dire que la droite était méchante et colonialiste et la gauche toujours décolonialiste. C'est une mythologie. La racine du colonialisme, c'est l'universalisme abstrait de cette gauche jacobine de 93. De 93. Oui, je dirais, il y a une ressemblance incontestable entre le messianisme républicain de la fin du 19e, Jules Ferry et tout ça, et le messianisme communiste, quelque part. C'est pas tout à fait le même, dans le sens que l'un... en vérité, la démarche est la même, c'est-à-dire que on apporte les lumières à ces peuples sous-développés, ça c'est version républicaine, et puis on apporte la libération au peuple dominé, ou aux peuples qui ont des pouvoirs de droite, ou etc., etc. Ça, c'est la version communiste, je pourrais dire. Mais grosso modo, le mécanisme messianiste est grosso modo le même. Tout ça, ça donne du bien, soyons clairs. Alors, Michel, on poursuit dans la lecture de ce Front populaire. Vous avez écrit un article remarqué, « Leur morale est la nôtre ». Leur morale est la nôtre. Je vous cite, « Ma gauche antitotalitaire et antilibérale, celle d'Orwell, de Koestler et de Camus, refuse les compromissions, la violence, le mensonge, les coups tordus auxquels les vainqueurs recourent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces malfaisants sortent systématiquement victorieux du combat. Ils ont le vice pour eux. L'immoralité paie toujours, la moralité jamais, prospérité du vice et malheur de la vertu. » C'est ce que vous expliquez. Oui, hélas, parce que tout à l'heure, quand vous disiez l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de Nuremberg de la gauche, parce que tout le monde était corrompu, moi je pense que ça aurait permis de faire un ménage incroyable, parce que justement, c'est non-surnage. C'est-à-dire qu'on aurait arrêté de faire des vedettes de gens qui ne le méritent pas. Cette espèce de sartrisme-là qui permet même à Bernard-Henri Lévy de dire qu'il est sartrien. On est quand même sidéré. Il y avait Orwell, il y avait Camus, il y avait Koestler, justement. D'une certaine manière, il y avait aussi Solzhenitsyn, mais qu'il a fallu salir. Camus, on voit bien dans les temps modernes, type de droite, d'extrême droite, n'avait pas vu. Il y a un papier élogieux de Camus, du livre L'homme révolté dans le Figaro. C'est bien la preuve que ce type est de droite. S'il est de droite, c'est qu'il est d'extrême droite.
droite, etc., etc. Et ils ont tous eu droit à ça, même Kravchenko. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même une liste à faire d'un certain nombre d'individus. Panaïti Strati, vous parliez tout à l'heure de la fameuse formule, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Panaïti Strati dit, je vois bien les œufs cassés, je vois pas l'omelette. Intéressant comme remarque aussi. Gide, par exemple, retour de l'URSS. Voilà quelqu'un qui, à l'époque, était en position dominante en tant qu'intellectuel. Il est rentré, il a écrit ce texte. On pouvait savoir à cette époque-là. Donc il y a un tas de gens qui pourraient être revalorisés plutôt que d'autres. Alors évidemment, ça voudrait dire, ces gens-là ont en commun, enfin, je pense, de ne pas être des Parisiens, des germano-pratins. Camus, il vient de son Algérie. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de réseau d'influence? Ils ne sont pas dans le 6e arrondissement, ils ne sont pas à Saint-Germain-des-Prés, ils n'ont pas des revues à leurs mains, ils n'ont pas des journaux à leurs mains. Et le pauvre Camus, il arrive tout seul, il traverse la Méditerranée. Lui, il est résistant. Il fait de la résistance et il ne dit pas j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sa fille m'a expliqué un jour que de temps en temps des gens meurent et que d'autres, des gens qui héritent récupèrent quelques documents, puis de temps en temps une lettre d'Albert Camus et on remercie Albert Camus d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Jamais il n'a dit le bien qu'il avait fait. Sartre nous a dit qu'il avait été résistant. Il était collabo, ça c'est sûr, il y a quelques preuves. Il écrit dans une revue Comédien qui est une revue collabo. En 1943, il est l'auteur de l'année de la revue en question. Dans cette revue, il fait 3 papiers. Simone de Beauvoir travaille à Radio Paris. Enfin, il y a quand même un moment donné où ces preuves-là, elles sont ici. Et lui, il dit non, j'ai écrit une constitution que j'ai envoyée au général de Gaulle. Étonnant, le général de Gaulle l'a jamais reçu. Lui, il n'a jamais gardé de copie, alors qu'il n'a pas quitté la France à ce moment-là. Et personne n'a été... Je pense bien que le général de Gaulle aurait reçu un projet de constitution d'un Jean-Paul Sartre qui avait déjà publié des livres notables. De Gaulle, qui avait le respect des hommes de lettres, il l'aurait gardé. Il aurait fait savoir que Jean-Paul Sartre lui avait envoyé un projet de constitution pour après la guerre. Ce type a menti toute sa vie, et ça a continué avec Mao, ça a continué avec... Alors pourquoi ces intellectuels lucides, finalement, restent minoritaires dans l'oreille des gens ? Ça, c'est une vraie belle question. Je crois que c'est l'instinct grégaire. Je crois que quand être seul, un intellectuel seul, solitaire, sans réseau, sans copains, sans mondanité, c'est pas facile. Il faut être costaud pour dire je trace mon chemin, ce qui a été le cas d'Albert Camus. Et je disais tout à l'heure que la fille d'Albert Camus m'avait permis de visiter la maison d'Albert Camus. Et elle me fait voir une pièce. Il y avait un Albert Marquet qu'il avait acheté, une belle peinture. Et elle dit j'ai vu papa. Elle me dit toujours papa. Il était sur ce canapé, la tête comme ça entre les mains, il pleurait. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance incroyable d'Albert Camus. Quand on se prend tous les intellectuels parisiens, que Camus, que Sartre y va, Beauvoir y va, et que Merleau-Ponty, et que tout le monde y va, et qu'il y a des papiers pour dire que vous êtes un salaud, que vous êtes une ordure, vous êtes un type d'extrême droite, que vous n'êtes pas un philosophe, que vous ne savez pas penser, que vous n'êtes pas normalien, que vous n'êtes pas agrégé, que vous êtes fils de pauvre, que vous avez peut-être lu Hegel, mais ce sont dans des morceaux choisis et que vous n'avez rien compris à Hegel, etc. C'est d'une violence incroyable. Donc les gens qui sont courageux au point de dire je serai seul, je prendrai des crachats et j'irai tout seul parce que je crois la vérité, ils sont moins nombreux que les gens qui disent soyons ensemble et puis même si chassons en meute. Mais c'est ça. Parce que quand même tous ces gens qui ont été collabos à cette époque-là, ils deviennent communistes après. Ça les gêne pas du tout. Et d'un seul coup, comment ils font? Ils restent en meute toujours. Puis après, à peu près les mêmes, ils deviendront trotskistes, puis maoïstes, et puis structuralistes, et puis etc. Aujourd'hui, ils sont wokistes. Ils sont, vous avez dit Wokistes, cancel culture, etc. C'est le même truc, quoi. Ah oui, vous avez raison. On se retrouve ensemble. Alors voilà, il y en a un là qui vient de rentrer, je ne sais même pas qui est, j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais j'ai vu ça ce matin, là, un historien qui vient de rentrer au Collège de France, alors, très politiquement correct comme il faut. Dans 50 ans, on rira de ces gens-là, mais pour l'heure, s'opposer à ces gens-là, c'est passer pour un fasciste. J'ai souvenir, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, mais j'ai souvenir que Éric Zemmour, lors d'un débat, vous avez dit, Michel, vous êtes systématiquement dans le camp de la gauche qui perd. Oui, et lui, du côté de la droite qui perd aussi, donc ça devient un peu difficile de s'opposer sur des sujets comme ceci, mais il avait raison d'une certaine manière. Sauf que lui pensait qu'il avait la technique pour réussir, et une fois, il a annoncé sa candidature avec le gros micro du général de Gaulle, puis une fois, le 31 décembre, il nous a présenté ses vœux avec un buste de Napoléon derrière lui, ça n'a pas suffi pour gagner. Je pense simplement que c'est difficile de faire triompher des idées quand on a en face de soi des gens qui nous disent qu'on est un salaud, une ordure, un fumier, un type de droite, d'extrême droite, un antisémite, etc. Juste pour dire, allez-y,
insultez-moi, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous pourriez m'insulter sur mes vrais sujets, sur ce que je dis, etc. Difficile aujourd'hui de dire qu'on peut être de gauche, mais pas jacobin, qu'on peut être proudhonien, mais pas marxiste, qu'on peut être autogestionnaire, mais pas centralisateur, qu'on peut aimer les paysans, les ouvriers, etc., les gens simples, les gens modestes, et pas seulement le nouveau peuple qui a été fabriqué sur... Sans être réactionnaire. Sans être réactionnaire. Absolument. Alors, c'est difficile parce que les gens disent oui, pourquoi pas, et puis on passe à autre chose. Les débats d'idées n'ont plus lieu aujourd'hui. Il n'y a plus que des insultes et des invectives. Mais je persiste à croire qu'on gagne toujours à lire ou à relire Orwell, Kessler, Solzhenitsyn et ces gens-là. Vous me donnez l'occasion de dire qu'on le voit en ce moment avec le déchaînement d'une certaine presse à la sortie de notre hors-série, qui voit un très bel entretien entre Michel, ici présent, Onfray, et Michel Houellebecq. On voit qu'il y a une gauche, le Nouvel Observateur, Le Monde, dans une moindre mesure France Inter, Libération, qui se répand en invective, mais qui ne répond pas sur le fond, qui insultent. J'ai le souvenir, je vais leur faire de la publicité, tant pis, mais j'ai le souvenir du Nouvel Observateur qui parle de propos de Pépé enivré. C'est quand même sidérant au niveau du fond, quoi. C'est vraiment... Houellebecq et moi. Oui, je vous l'avais réservé pour... J'attendais que ce soit entre nous. C'est absolument dingue, quoi. Pépé, non, enivré, oui. Alors, c'est enivré de vous-même ou de l'alcool. Vous voyez, c'est précisé. Parce que pour moi, c'était de moi-même. Ça n'empêchait pas l'alcool. Non, mais c'est absolument sidérant. Qu'est-ce que vous en pensez, le niveau c'est le niveau. C'est un niveau extrêmement faible. Ça a toujours été, enfin, dans une certaine mesure, vous savez... Oui, Thierry, ça vous intéresse que vous nous... Oui, c'est la haine dactylographe. Il n'y a pas... C'est pas... Oui, les haines dactylographiques. Donc, c'est Sartre qui a été accusé de ça, je sais, dans un congrès en Pologne, je crois. Petit grand papier, hyène dactylographe, oui, donc tout ça... vipère lubrique. Oui, bien sûr, tout ça, comment dire, d'abord la diabolisation de l'adversaire, sa bestialisation, très important, le terme de bestialisation, ça permet de le mépriser encore plus. Il sort de la catégorie humaine, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'on va parler de la hyène Onfray, j'en sais rien, un jour. Hein? Bon, bref. La hyène, il n'y a pas de plaisir. Excellent. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est vrai que c'est un moyen d'esquiver le débat de fond. Très serre, on insulte l'adversaire, on le caractérise, puis on passe à autre chose. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas lu le dialogue, je ne sais pas de quoi il s'agit, etc. Par contre, j'ai lu l'article dans l'Observateur, je le reconnais, qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai lu aussi un article quand même assez élogieux dans le Figaro, il faut dire. Oui, non, mais il y a aussi il y a des journalistes qui ont trouvé ça formidable, d'autres qui ont juste rapporté que ça existait, puis il y a ceux qui ont craché. Voilà. Vous savez, moi, c'est malheureusement, c'est habituel de ce milieu, pas forcément de la France d'ailleurs, soyons clairs, mais c'est habituel des milieux intellectuels en général. Tout ce qui était... Et c'est vrai que ça, c'est un héritage, on va peut-être en parler, c'est aussi un héritage du communisme quelque part, parce que ce monde toujours est divisé en deux, le côté de bien et le côté de mal. Toujours. Donc on le voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans le wokisme, on le voit dans la cancel culture, on le voit dans tout ça, et ça prend des proportions gigantesques, parce que là, grâce aux algorithmes, vous avez des effets de masse qui sont gigantesques, qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire jusqu'à maintenant. Avant, vous étiez des manifestations, c'est des manifestations dans le rue, vous avez actuellement 500 000 personnes au grand maximum. Là maintenant, vous avez des dizaines de millions de personnes qui hurlent dans le même temps dans les réseaux sociaux et qui vous démolissent en un quart de tour, qui vous exécutent au sens propre du terme, qui vous coupent la tête. Ouais. Vous n'avez plus le droit de... Alors justement, je voulais vous demander, on parle du communisme, comment expliquez-vous la séduction de l'idée communiste encore aujourd'hui, malgré les exemples qui se sont répétés d'échecs? On peut peut-être dire qu'il n'y a jamais eu un régime communiste qui a réussi. Non, ça c'est sûr. Voilà, donc clair, vous avez parlé de 27 régimes absolument dans le monde. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas conduit soit à la ruine, soit au génocide. Exactement. Ils ont tous suivi les mêmes chemins, la ruine et le génocide. Donc là, c'est pas soit, c'est l'accumulation, c'est plus. Bon. Donc, mais comment se fait-il que cette idée ne soit pas morte, contrairement au nazisme où il y a... Parce que là, justement, je suis dit tout à l'heure que le nazisme, si vous voulez, c'est une idéologie d'exclusion. Si vous n'appartenez pas si vous n'êtes pas un blanc, un rien, etc., vous n'avez aucune chance, vous n'avez aucune raison d'adhérer à cette idéologie. Le communisme a réussi une opération
idéologie gigantesque, d'une grande finesse intellectuelle, avec des gros gueuliers, mais enfin, ça a bien marché. Ils ont capté tout ce qui est le côté égalitaire, égalitariste, etc. Et ça, si vous voulez, moi j'en suis intimement convaincu, c'est un tropisme humain excessivement profond que nous avons tous, que vous avez, que Michel a, que j'ai, etc. Je ne m'exclus pas de cette humanité. Donc, et je crois que le communisme a réussi. Alors, il a mis aussi ses pas. D'ailleurs, dans la conclusion que je fais du premier tome de mon histoire mondiale du communisme, j'explique les raisons du succès et des causes de l'échec. Et à chaque fois que le communisme est arrivé dans un pays, là je parle de différents pays, mais au début, je vais revenir sur l'idéologie, il va réussir à mettre ses pas dans la culture du pays et dans la religion du pays. C'est vrai chez les Chinois, avec le confucianisme, c'est vrai chez les Vietnamiens, etc. Et bien sûr, c'est vrai dans nos pays judéo-chrétiens. Et c'est là où je voulais en venir. Le communisme a réussi à mettre ses pas dans l'idéologie judéo-chrétienne. Quand Jésus-Christ dit que au paradis, les derniers seront les premiers, c'est exactement la même chose que les communistes vont dire en disant le prolétaire va devenir à la tête de l'État. La cuisinière et le mangeur d'hommes, comme dirait l'autre. Hein, bon, donc, si vous voulez, ils ont réussi à capter cette espérance humaine qui est aussi vieille que l'humanité. Je dirais que l'envie, elle a commencé le jour où celui qui avait le feu à côté, et moi je l'avais pas, il fallait que j'aille lui piquer le feu, je parle de la guerre du feu, là, bon voilà. Donc l'envie, c'est un phénomène gigantesque qui a toujours existé chez tous les êtres humains. Nous envions toujours forcément quelqu'un qui est plus beau, plus riche, plus machin. Bon. Donc l'idée d'égalité est quelque chose qui nous est très profondément ancré, et le communisme a réussi à capter cette idée. Pour la pervertir totalement, j'entends bien, hein, parce qu'il n'y a pas plus inégalitaire qu'un pays communiste. Pourquoi il n'y a pas plus inégalitaire? Je ne parle pas des conditions sociales, parce que si vous êtes un membre du Parti communiste, si vous êtes un dirigeant du Parti communiste, vous avez tous les droits, non seulement, mais vous avez le droit suprême, le droit de vie et de mort sur l'autre. C'est ça la véritable inégalité, pour moi en tout cas. Puisqu'il suffit que vous soyez catégorisé comme ennemi du peuple, on vous y bouille en un quart de seconde. Hein. Vous n'avez même pas de droit à procès, etc. Donc ça, c'est une véritable inégalité, si je puis dire. Bon, donc ne parlons pas de la manufactura qui avait des magasins spéciaux, des tanas, etc., et qui vivaient sur un autre pied que le pauvre peuple qui lui faisait des queues dans les magasins. Bon. Mais de fait, donc c'est un grand mensonge du communisme, hein, l'égalitarisme est un grand mensonge du communisme, et donc cette idée égalitaire, je ne sais pas si Michel sera d'accord avec moi, mais je pense que pour moi c'est le noyau de la séduction. De la séduction, parce que nous le portons tous en nous, malheureusement. Je dis bien malheureusement, parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux et qu'on est en vérité tous différents, ce qui fait la richesse de l'humanité. Mais ça, c'est un autre discours. Michel. Moi, je ne crois pas que le tropisme soit égalitaire. Je crois au contraire qu'après avoir lu Darwin, il est très inégalitaire. C'est vraiment la domination, c'est le partage du territoire, on recherche à être dominant, on veut détruire les dominés. Je pense que c'est le ressentiment qui fait la loi. Parce que la loi sur les suspects, elle est très exactement ce qui rend possible aussi l'Union soviétique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un principe d'égalité. C'est vous êtes révolutionnaire ou vous ne l'êtes pas. Et mais je n'ai pas dit que... vous n'avez pas compris. Je dis pas... Je parle de l'idéologie, là. Oui. Je parle de la séduction idéologique. Oui. Je veux dire, finalement, ce discours que je pense que souvent... l'idée majeure, c'est la haine de l'autre. Ah, mais ça, c'est pas l'égalité. Oui, mais la haine de l'autre, bien sûr qu'elle existe. Oui, c'est-à-dire, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est la possibilité de détruire autrui, c'est la lettre anonyme. C'est pour ça que ça marche si bien, les réseaux sociaux, aujourd'hui. On est bien sûr. Mais ça peut être une combinaison des deux aussi. Non, parce que je pense que les gens n'aspirent pas, sauf quelques idéologues qui disent aspirer à l'égalité. Non, mais si vous avez la haine de l'autre, c'est parce que l'autre, il a plus que vous. Moi, c'est ça que je crois. Ce qui anime... C'est du simple fait qu'il soit. C'est même du simple fait qu'il soit, qu'il existe. Il y a quelque chose qui relève de l'éthologie, c'est le marquage du territoire, et la loi sur les suspects, pour moi, c'est un truc incroyable. C'est comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas ne pas être juif. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose, l'hitlérisme, que le communisme, parce que finalement, je pense qu'on ne peut pas ne pas être ce qu'on est quand on est curé, quand on est aristocrate, quand on est noble, par exemple. Et puis quand ça ne suffit pas, eh bien on dit, de toute façon, vous êtes suspect parce que vous ne mettez pas assez de zèle, vous ne montrez pas assez de zèle. Et à partir de ce moment-là, on se dit, c'est exactement comme avec les juifs. Un juif, il ne peut pas dire non, finalement, je cesse d'être juif et vous m'épargnez et je ne vais pas aller à la mort. On vous dit, vous êtes curé, donc ça suffira. Vous êtes noble, vous êtes aristocrate et vous êtes peut-être révolutionnaire, mais vous n'êtes pas comme il faudrait l'être. Voilà pourquoi on envoie les Girondins, voilà pourquoi on envoie les enragés. Voilà pourquoi le mécanisme est le même. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, ça je suis d'accord. Si vous n'appartenez pas au bon camp, je crois que vous êtes éliminé. Le communisme, ça marche parce que ça lâche la bête en nous.
Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui nous retiennent. La morale, le surmoi, pour parler comme Freud, l'éducation. Et là, d'un seul coup, c'est ce que leur morale et la nôtre, c'est un titre de Trotsky qui dit en gros, ouais, mais leur morale, c'est toujours une morale bourgeoise. Nous, on a une autre morale. Et bien ce qui permet, ce qui permet la réalisation de la révolution, et mal ce qui l'empêche. Faut-il tuer? C'est bon. Faut-il massacrer? Faut-il violer? Faut-il piller? C'est bon si ça permet la réalisation de la révolution. Et je pense que quand on dit aux hommes, vous allez pouvoir vous lâcher complètement, et vous allez même être bénis, célébrés, ce sera fantastique, on vous donnera des femmes, c'est le principe de Lacombe-Lucien, quoi. Ce gamin à qui on donne des femmes, de l'argent, de la puissance, et qui d'un seul coup collaborent, quoi. Tous ces gens dont tu as parlé tout à l'heure, là, les gens qui nous vomissent dessus, c'est aussi le principe Lacombe-Lucien. Ils sont tout prêts à collaborer, là. Ils sont là en train de dire, on vous offre nos services, quoi. Et voilà comment ils sont et comment ils fonctionnent. Moi, je pense que c'est plus à voir avec la nature humaine, et que quand, c'est ce que dit Camus, un homme, ça s'empêche, quoi. Quand on n'empêche pas les hommes, ils se lâchent, et quand ils se lâchent, ils dénoncent, etc. Dans mon village, par exemple, il y a quelqu'un qui, quelque temps, a acheté des lettres chez un brocanteur. En fait, c'était les lettres de dénonciation qui ont été envoyées à la Gestapo locale. C'est terrible. Oui. Et quand on voit le moteur de la nature humaine, c'est ça, d'une certaine manière. C'est marrant. Moi, je vois pas d'antinomie entre ce que vous dites et ce que je dis, parce que moi, je parle d'un habillage général, d'une espérance qui a toujours existé. Nous sommes tous égaux, etc. C'est un vieux truc qui vient de la nuit des temps. Mais maintenant, et je vous suis absolument, c'est que la force du communisme, c'est d'avoir libéré les bas instincts des humains, ça c'est clair. Et la haine de l'autre, ça c'est clair. Quelle que soit la raison de la haine. C'est pour ça que pour moi, nazisme et communisme, c'est la et le revers de la médaille. Totalement. On se trouve un bouc émissaire et on y va. Oui, voilà, c'est sûr. Les suspects ne sont pas les mêmes. C'est les races et les classes, bien sûr. Mais vous n'êtes pas de la bonne classe, vous n'êtes pas de la bonne race. Oui, et au bout du compte, ça vous emmène de toute façon à la mort. Alors, on va poursuivre avec l'article que consacre Pascal Cauchy. Bruay en Artois, lieu de naissance de la gauche sociétale. C'est vrai que maintenant, depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans, la gauche est en train de dériver progressivement. Elle quitte le champ social pour le champ sociétal, d'où ce progressisme, ce qui est montré comme aujourd'hui comme un progressisme, le débat sur le genre, le wokisme, l'indigénisme. On voit tout un tas de problématiques, de thématiques qui sont portées par ce qui se fait appeler la gauche aujourd'hui, auquel beaucoup de gens ne comprennent rien d'ailleurs, parce que c'est souvent très éloigné des préoccupations du quotidien. Que vous habitiez à Clermont-Ferrand, à Bruay en Artois ou à Rennes, aujourd'hui, les questions wokistes sont lointaines. Hein. Mais c'est cette gauche-là qui tient le pavé actuellement. C'est cette gauche que l'on voit à longueur de colonne dans les journaux, à la télévision. C'est quelque chose qui doit vous faire certainement réagir. On a vu l'idéologie communiste passer un peu, et puis aujourd'hui, cette gauche sociétale... Dans une certaine mesure, c'est une reconversion, quelque part. Ouais. C'est une reconversion de... Alors, vous y voyez la progression logique de... Non, j'y vois une raison... pour faire très grossièrement et très rapidement la chose, j'y vois la preuve de l'échec du communisme, d'abord. C'est-à-dire la réalité qu'a été le communisme, c'est un échec total, hein, économique, humain, culturel, enfin, il n'y a rien à sauver. Hein. La seule chose à sauver du communisme, comme je dis toujours, ce sont les victimes. Point final. On s'occupe des victimes en mémoire, j'entends. Oui, bien sûr. Voilà, ok. Ça, il faut les sauver de l'oubli dans lequel on les a mis. Ça, c'est clair. C'est ça qu'il faut. Le reste, on oublie et on condamne même. Bon, bref. Donc, je pense en ce qui concerne ces nouveaux champs sociétaux, là, comme vous avez dit, qui sont réels et qui sont dangereux. D'abord, ça concerne toute petite minorité, soyons clairs. Si vous faites un sondage dans la rue, vous demandez qu'est-ce que c'est le wokisme, le wokisme, vous pouvez la cuisine woke, c'est ça qu'ils vont vous dire, les gens. Hein. La cancel culture, quoi. Les gens ne savent pas ce que c'est. Maintenant, vous avez derrière tout ça des intellectuels qui, je ne veux pas dire qu'ils instrumentalisent, mais qui phosphorent, si je veux dire, sur le sujet, qui sont en vérité des orphelins de la lutte des classes qui a été un échec total, hein, et qui donc trouvent sous des formes d'ailleurs d'exclusion propre au communisme, c'est pour ça qu'on est dans un héritage clair pour moi de ce côté-là. D'ailleurs, vous êtes du bon camp, vous êtes du mauvais camp. Et nous sommes dans le même cas de figure que ce qui a été dit tout à l'heure par Michel, c'est-à-dire que de toute façon, si vous êtes un mâle blanc un peu riche et hétérosexuel, vous êtes déjà dans le camp des mauvais, si je puis dire. Hein. Donc, vous avez peu de chances d'être acheté. Donc, oui, on systématise l'ennemi. Et ça, c'est l'ennemi, entre guillemets, enfin, l'adversaire. Bon, ça, c'est un héritage
héritage du communisme, j'en suis intimement convaincu, de mentalité communiste, que j'entends. Hein, c'est un moyen de... Et puis je crois que c'est un moyen de se rattraper aux branches, d'espérance, pour eux, j'entends, hein, de lutte. Et là où ça devient très dangereux, je dis que c'est une minorité, mais là où ça devient excessivement dangereux, et pour moi ça m'inquiète beaucoup, je viens de sortir un livre là-dessus d'ailleurs, dont personne ne parle, mais ça c'est pas très grave. Allez-y, profitez-en, faites un peu de promo. Non, ça s'appelle Les nouvelles routes de notre servitude, hein, sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que je pense qu'il y a un véritable danger intellectuel là qui est en train de se mettre en place, qui est en train de nous bouleverser tous. Hein. C'est-à-dire que ces mouvements-là, qui sont des mouvements qui viennent de l'université américaine, hein, pour la plupart d'entre eux, trouvent un écho gigantesque à cause des réseaux sociaux, ou grâce pour certains, en tout cas pour moi à cause des réseaux sociaux, des algorithmes qui rassemblent les gens, qui ne savent même pas de quoi il s'agit d'ailleurs souvent, mais qui suivent, comme toujours dans un phénomène de masse. Quand vous avez une manifestation, celui qui parle le plus, qui est le plus clair et qui a un logiciel qui fonctionne le mieux, c'est celui qui va entraîner la masse. Et bien, ça devient... Alors, comme la masse est gigantesque en ce qui concerne les réseaux sociaux, parce qu'on est dans des millions de personnes, voire des milliards quelquefois, hein, eh bien, c'est celui qui a le discours le plus structuré et celui qui a le discours le plus radical, souvent. Ou le plus haineux. Le plus radical. Et donc, les autres, ils vont suivre comme des ânes, comme des panurges. C'est ça qui est très dangereux, si tu veux. Bon, moi, je pense qu'on en sortira. Ça va prendre un certain temps, mais je pense que tout à l'heure on en parlait, je crois que Michel a dit ça, je pense que dans 50 ans on en rigolera, enfin j'espère en tout cas, parce que tout ça est absolument ridicule, que ce soit le wokisme, que ce soit la cancel culture, que ce soit le genre, que ce soit l'anticolonialisme, le décolonialisme, le front en bas, etc., etc. Même je dirais quelque part, alors je vais me faire assassiner, mais après tout, c'est pas très grave, même je dirais tout un discours écologiste radical, vous voyez, oui. Bien sûr le néo-féminisme aussi par certains côtés, qui est pour moi terrible, et ça va leur retomber sur le coin de la figure à un moment donné, j'en suis intimement convaincu. En tout cas, je l'espère. Enfin, je l'espère. Je l'espère pas pour eux, mais je pense que la raison va quand même à un moment donné l'emporter. D'être quand même humain et à quelquefois un peu de la raison. Alors Michel, vous le dites souvent, cette gauche a cessé d'être de gauche. Vous prenez très souvent l'exemple de Victor Hugo, de Cosette, et de cette gauche qui avait la question sociale au cœur. Et aujourd'hui, cette gauche n'a plus que des débats à apporter qui reposent finalement sur une forme de marchandisation, de déculturation, et qui va composer avec un être humain qui n'a plus de profondeur, quoi. Oui, je pense que dans Les Misérables, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Fantine et de Cosette. Enfin, quand Fantine est cette femme qui se fait engrosser par un petit con de Parisien, une espèce de dandy, ça me fait penser à 2 ou 3 que je connais, là, qui sont des normaliens à Paris, là, et qui, à un moment donné, s'en va en laissant les filles avec un petit mot. Ils sont 2 ou 3 copains, et puis ils s'en vont en province faire leur petite vie de bourgeois, deviendront notaires, etc. Et Fantine, elle se trouve enceinte. Alors évidemment, fille-mère enceinte, etc., dans cette période-là, c'est fini, quoi. L'existence est finie. Elle travaille, elle est miséreuse, elle ne peut pas vivre, elle place ses enfants chez les fameux Thénardier, et puis les Thénardier lui disent « Votre fille est très malade, il va falloir payer des médicaments, et on lui demande d'envoyer de l'argent, c'est beaucoup trop d'argent, elle travaille beaucoup, mais c'est pas possible d'avoir cet argent-là. Et à un moment donné, je fais vite, mais à un moment donné, pour sauver Cosette, elle passe sur le marché et voit un type qui arrache les dents, 2 dents, les palettes. Et qui coupe les cheveux, qui dit voilà, j'achète vos cheveux, j'achète vos dents, on fait des dentiers pour les gens qui n'ont plus de dents, puis vous, tant pis, quoi. Elle dit ça va pas, dans des choses comme ça. Elle rentre chez elle, puis elle réfléchit, puis à un moment donné, elle se dit si je veux cet argent pour acheter les médicaments pour sauver ma fille, il ne me reste que ça. Et Victor Hugo raconte ça, la scène est terrible, quoi. Et donc on voit Fantine dans son lit, elle sourit à sa copine qui vient la voir, et elle sourit avec évidemment un trou plein de sang ici, et puis de cheveux, etc. Donc à l'époque, la gauche, elle dit il faut que Fantine puisse mener une vie digne, qu'elle ait un salaire, qu'elle n'ait pas besoin de... Alors évidemment, elle se prostitue aussi, après avoir tout essayé pour pouvoir trouver de l'argent. Et puis, on prend le parti de Fantine et de Cosette, quoi. On dit, mais il n'est pas possible que ces choses-là aient lieu. Et la gauche défend ça. Elle a, à l'époque, le monopole du cœur. Aujourd'hui, on a des gens qui nous disent, ah, mais vous êtes pauvre, mais vous pouvez louer vos utérus. Vous allez nous faire un enfant. On va vous payer 30 000 €. Et puis, vous allez avoir, je raconte un peu le détail d'un contrat, j'ai eu entre les mains un contrat type... Ça, c'est la gauche Pierre Berger, là, dont vous parlez. Oui, absolument, la gauche Pierre Berger, qui dit, mais après tout, vous louez votre force musculaire, quand vous êtes une caissière, vous pouvez bien louer votre utérus, quoi. Pas un problème. C'est vrai que ce monsieur avait recours à des jeunes hommes qu'il payait assez probablement, et qu'il estimait qu'on pouvait tout vendre, puisqu'il avait beaucoup d'argent et qu'il pouvait tout acheter. Alors que des gens soient cyniques et pensent comme ça, mais la gauche se met à penser ça.
La gauche dit, nous, on est 2 garçons, on veut se marier, ou 2 filles, on veut se marier, on ne peut pas avoir d'enfants, on va en acheter. Ça s'achète. Et le lieu, d'ailleurs, où on en fabriquait en quantité, c'était l'Ukraine. Avant la guerre. Et donc, je dis, la gauche aujourd'hui dit, mais prostituez-vous, louez vos utérus, vendez votre sperme, vendez vos ovocytes, portez des enfants, ne les touchez pas dès qu'ils naissent, vous risqueriez de vous attacher à eux, donnez-les très vite, on va vous les prendre, et puis on va les donner à des parents d'intention, et puis vous allez vous débrouiller avec ça, quoi. Alors, pendant quelques mois, on va encore payer 2 ou 3 trucs, s'il y avait une petite septicémie, aucun problème, on vous fera un chèque, ou ce genre de choses. Et la gauche dit, formidable, progressisme. Moi, je suis pour le mariage homosexuel et je suis pour que les homosexuels puissent adopter des enfants dans des orphelinats. Voilà. Alors, je peux être homophobe si on veut, mais ce qui me gêne dans cette affaire, c'est pas que des homosexuels accèdent à la paternité ou à la maternité ou aux enfants, c'est qu'on puisse imaginer qu'on peut réifier, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire transformer en choses les gens, qu'on puisse tout transformer en choses en disant l'affection, l'amitié, l'amour, la tendresse, ça s'achète, ça se vend, ça se négocie. Les enfants, ça s'achète, ça se vend, ça se négocie. Le plaisir du corps des femmes, les femmes, etc., les utérus, les ovocytes, les spermatozoïdes, tout ça, les organes, allez-y, vous avez un petit problème, vous n'avez qu'à vendre un rein, vous n'arrivez pas à vous chauffer, vous n'avez pas à mettre de l'essence dans votre voiture, les gilets jaunes, arrêtez donc de râler, vous avez 2 reins, vous n'avez qu'à en vendre un, etc., etc. Et c'est la gauche qui défend ça. On imagine la droite disant ça à l'époque où la gauche était de gauche, ce qu'on aurait entendu de la part de la gauche. Ouais. Donc je dis, alors évidemment, les gens qui disent Onfray n'est plus de gauche, ils ont raison s'ils pensent qu'effectivement être de gauche aujourd'hui, c'est justifier l'allocation des utérus des femmes pauvres et justifier la vente d'enfants à des couples riches. Oui, effectivement, je ne défends pas ça, parce que justement, je suis de gauche. Je tenais à vous remercier, Thierry Volton, Michel Onfray. Je voudrais juste rappeler que nous allons nous allons organiser une projection à propos de ce dont nous parlions tout à l'heure. Les 2 pépés enivrés par l'alcool et par eux-mêmes. Oui, c'est un joli titre. Voilà. Nous avons décidé de sélectionner parmi les 6 heures d'entretien près de 2 heures. Le choix a été dicté plutôt par faire un premier film sur je dirais, les propos politiques qui sont tenus durant ce long entretien. Et on projettera cela, salle Gaveau, le dimanche 15 janvier à 17h30. Ce sera suivi d'un petit débat entre nous. On prendra quelques questions dans la salle, on discutera de ce grand moment. Voilà, et vous pouvez réserver votre dimanche sur le site de la salle Gaveau ou sur le site de Front Populaire. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que ça y est, c'est sorti, c'est en kiosque, en librairie, Front Populaire, la gauche immorale de Robespierre à l'islamo-gauchisme. À bientôt, merci.